Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des annales judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle, ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement, ou heureusement, pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, d'énoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels. Toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement en format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Didier et Chantal se connaissent depuis le lycée. Ils se marient le 5 septembre 1992. De leur union naîtra une fille prénommée Justine en 1996. Didier embrassant une carrière militaire, il est muté à Metz en 1993. À ce moment-là, au moment où le couple emménage dans leur nouvel appartement, Chantal ignore qu'il ne lui reste que 5 ans à vivre et qu'elle mourra là, un petit matin de mars 1998. Le 2 mars, très exactement. Ce matin-là, vers 4h30 du matin, Didier Delporte s'apprête à partir pour se rendre à un examen à Fontainebleau. Lorsqu'il part, c'est la dernière fois qu'il voit sa femme vivante. Il roule en direction de sa destination, mais en cours de route, il s'aperçoit qu'il a oublié ses papiers, notamment son identité et son ordre de mission. Il fait donc demi-tour. Agacé par ce contretemps, il l'est encore plus parce qu'il est incommodé par une odeur de gasoil qui empeste. Il y a en effet quelques bouteilles de carburant de secours dans le coffre. Il décide donc de transvaser le carburant dans le réservoir et de jeter les bouteilles à la poubelle. Puis il reprend sa route. Il arrive chez lui aux alentours de 6 heures. Quand il entre dans l'immeuble, il sent une fumée qui provient de la cave. Il monte à l'appartement, ouvre, trouve le chien qui l'accueille, récupère ses papiers. Chantal n'est pas là. Étonné par cette absence, il se rend chez une voisine, sonne à la porte et demande si elle a vu Chantal. Mais non. Il faut dire qu'à cette heure matinale, la plupart des voisins dorment encore. En revanche, la voisine voit également qu'il y a de la fumée dans l'immeuble. Didier Delporte appelle donc les pompiers, à 6h04 très exactement. Il ne leur faut qu'une dizaine de minutes pour gagner les lieux.
Lorsqu'ils descendent dans les caves, ils sont enveloppés dans une fumée très dense et une atmosphère qui sent l'essence. Ils finissent par tomber sur une cave dans laquelle ils découvrent le corps fumant d'une jeune femme décédée. À côté du corps, un trousseau de clés et un sac à dos. Lorsque les pompiers remontent les affaires trouvées, un homme présent sur les lieux leur déclare qu'il s'agit des clés et du sac de sa femme. Cet homme est Didier Delporte. Il comprend alors que le corps trouvé dans la cave est celui de sa propre femme, Chantal, 28 ans. Le médecin légiste arrive et commence ses observations. La jeune femme était encore en vie lorsqu'on l'a immolée. Il compte 26 plaies par coup de couteau, concentrées sur la région thoracique et le cou. Lui aussi note une forte odeur de produits inflammables. Selon les premiers éléments de l'enquête, le corps de Chantal a été retrouvé recouvert d'un vélo provenant d'une cave voisine. Mais aucune autre cave n'ayant été visitée, les enquêteurs pensent immédiatement qu'il s'agit d'une mise en scène destinée à les aiguiller sur une fausse piste. Problème, les enquêteurs vérifient toutes les issues, et rien, que ce soit les portes, les soupiraux, les fenêtres, rien n'explique comment un rôdeur aurait pu s'introduire sans se faire remarquer. L'arme du crime, le couteau, est introuvable. Ni briquet non plus, ni allumette, ni bouteille de carburant. Aucune empreinte exploitable n'est retrouvée sur le vélo. Bien évidemment, dans ce genre d'affaires, les soupçons se portent sur le mari. Lorsqu'ils lui rendent visite, il trouve dans l'entrée, sur un guéridon, un étui à couteau. Le couteau correspondant est d'ailleurs dans la voiture du mari. Mis à part cela, rien. Aucune trace de lutte ou de dispute dans l'appartement. Didier Delporte étant suspect, il est convoqué au poste de police et placé en garde à vue. Là, on saisit ses vêtements. On lui demande aussi de porter des gants de sudation afin de rechercher d'éventuelles traces de carburant. Après une nuit en cellule, on lui demande de retracer son emploi du temps. Il raconte donc son périple, l'oubli de ses papiers, son demi-tour. Cependant, quand on lui demande des détails, à quel endroit exactement il a fait demi-tour, il ne se souvient plus exactement où. Si bien que ces indications sont imprécises, laissant les enquêteurs dubitatifs et suspicieux. Surtout que la jauge de son réservoir de carburant est au maximum. Il explique alors qu'il a vidé des bouteilles parce qu'il était incommodé par les vapeurs de carburant émanant des récipients. Mais, là encore, il ne se souvient plus exactement où et, de toute façon, les poubelles des aires de repos étant vidées régulièrement, les bouteilles ne seront pas retrouvées. Les enquêteurs n'y croient pas. Soit il a effectivement pris le temps de faire le plein avant d'arriver chez lui, soit il n'a jamais quitté les lieux. Cependant, à sa décharge, le véhicule sent fortement le gasoil. Les analyses du tapis de sol démontrent qu'il y a des traces de gasoil. Ça veut juste dire qu'il y a eu du gasoil à un moment donné, mais sans savoir quand. Le lendemain du meurtre, les enquêteurs font du porte-à-porte pour interroger les habitants de l'immeuble. Personne ne se plaint du couple. Personne n'a rien vu ou rien entendu. Sauf une dame au rez-de-chaussée qui a entendu un cri vers 5h30 du matin. Si Chantal a été agressée dans la cave, qui faisait-elle? Pourquoi y était-elle descendue?
Selon son mari, elle était probablement descendue pour ranger un sac, le fameux sac à dos retrouvé sur place. À la fin de sa garde à vue, il n'y a rien contre Didier Delporte. Pas d'éléments, pas d'aveu. La présomption d'innocence étant le socle d'une justice équitable, il est relâché. Mais ce n'est pas parce qu'il est relâché qu'il est innocenté pour autant. Le 10 mars 1998, soit une semaine après le drame, un témoin habitant juste en face de l'immeuble du couple, de l'autre côté de la rue, franchit les portes du commissariat pour faire une déposition dans laquelle il raconte avoir vu Didier Delporte à 5h30 du matin, sortant un chien noir de sa voiture. Étrange. Il aurait été aperçu alors qu'il était censé être sur la route pour Fontainebleau. Ou alors, il n'est jamais sorti de chez lui. Il aurait entraîné sa femme dans la cave pour l'assassiner de 26 coups de couteau, puis arrosé le corps de carburant avant d'y mettre le feu. Il serait ensuite remonté pour changer de vêtements. Il aurait pris ensuite son chien afin de profiter de la promenade pour se débarrasser de l'arme du crime et de tout ce qui pouvait l'incriminer. Ok, admettons. Il tue sa femme. Mais pour quel mobile ? Partout où les enquêteurs peuvent fouiller, toutes les pistes qu'ils suivent, rien ne permet de trouver un mobile. Cependant, lorsque les analyses sur les gants de sudation déterminent qu'il y a des traces significatives de White Spirit sur les mains de Didier Delporte ainsi que ses vêtements, il devient de plus en plus suspect. Est-ce parce qu'il a aspergé sa femme avec ? Ou bien parce qu'il est descendu dans une cave baignée dans des vapeurs de White Spirit ? Et le chien ? S'il a promené son chien, comme l'explique le témoin, comment faire pour tenir un chien dans le coffre d'une voiture qui est déjà chargée avec les affaires destinées à son expédition ? Et la description du témoin est faible, faiblarde même. La description des vêtements ne correspond pas avec ceux que le mari portait ce jour-là. Malgré tout, le 22 octobre 1998, Didier Delporte est arrêté et placé en garde à vue. L'enquête n'ayant que trop duré, les enquêteurs durcissent le ton. Mais Didier Delporte continue de clamer son innocence. Il obtient la mise en liberté en attendant son procès. Bon. Si ce n'est pas Didier Delporte, qui ça peut être ? Cet inconnu qui envoie des courriers déplacés, salaces, à quelques femmes du quartier ? Ou bien ce voisin, dans le même immeuble que Didier et Chantal, qui met les femmes mal à l'aise en les suivant du regard avec trop d'insistance depuis la fenêtre de sa cuisine ? L'enquête tourne en rond. L'avocat de Didier Delporte déplore une enquête à charge, focalisée sur un mobile, sans réellement chercher un autre coupable. Les enquêteurs rétorquent que cette affaire ne laisse pas beaucoup d'indices et que toutes les pistes explorées se referment une à une, dans des cul-de-sac. La vie de Didier Delporte est suspendue à une enquête et une décision de justice, jusqu'en 2008. Didier Delporte veut entrer dans l'armée par la petite porte. Pour être intégré définitivement, il doit effectuer un stage sanctionné par un test d'aptitude physique. C'est à ce stage qu'il se rendait quand sa femme a été tuée. Cependant, un petit détail attire l'attention des enquêteurs. Ce stage n'est pas le premier. À chaque fois que Didier Delporte doit participer à un stage ou à un test afin d'avancer dans sa carrière, il lui arrive un drame juste avant qui l'empêche de se rendre sur les lieux de l'examen. Le 19 mai 1997, n'arrivant pas à dormir,
Didier Delporte se lève et sort promener son chien vers 3 heures du matin. Il est dans la rue et se fait agresser par 2 hommes, dont un armé d'un cutter. Dans la bagarre, Didier est blessé. Il a une profonde entaille dans la main. Le second le tient en respect avec une arme à feu et lui tire dessus. De la grenaille, fort heureusement. Un prêté pour un rendu. Cette agression ajourne son départ pour Fontainebleau et reporte l'examen d'1 an. Et ce n'est pas la seule fois. Une autre fois, il est blessé par une moto alors qu'il passe un examen sportif et est dans l'incapacité d'achever ses épreuves. Décidément, ce Didier Delporte semble avoir la guigne. Un peu trop, peut-être. Comme disent les militaires, une fois hasard, 2 fois coïncidence, 3 fois sabotage. Et si les enquêteurs comptent bien, ça fait 3 fois. Serait-il possible qu'il ait tué sa femme simplement pour échapper à son examen? Pour les enquêteurs, même si c'est un peu léger, c'est le mobile. C'est tout ce qu'ils ont. « 6 février 2009, Didier Delporte comparaît devant la cour d'assises de Metz. L'étui à couteau retrouvé dans l'appartement du couple est celui d'un couteau multifonction qui ne correspond pas à l'arme du crime. On peut donc l'exclure. Et le White Spirit, c'est peut-être des traces de transfert, laissées par contact d'un paupier par exemple, ou bien par effet aérosol pour avoir circulé dans une atmosphère chargée de carburant volatile. Et le témoin oculaire, celui-ci ne se présente pas. Le juge le fait requérir, et lorsque l'homme arrive, il est probablement encore intoxiqué par une consommation d'alcool dépassant les limites légales. Et il ne se souvient plus très bien de ce qu'il a dit ou vu. Son intervention sème le doute. Les jurés déclarent Didier Delporte non coupable. Il n'y aura pas d'appel du parquet. Didier Delporte est définitivement déclaré innocent et blanchi, relançant alors la question du coupable de la mort de Chantal Delporte. Pourtant, il y a un petit détail qui m'intrigue. Un tout petit détail, insignifiant, mais qui reste très révélateur de l'enchaînement des événements. Le vélo. Pourquoi a-t-on retrouvé un vélo sur le corps de Chantal Delporte? Arrêtons-nous un instant sur ce détail et utilisons à notre profit le biais du scénariste, c'est-à-dire le biais induit par une connaissance de la manigance. Nous savons que ce vélo appartient à une voisine dont la cave a été visitée. Une seule cave a été visitée et pas d'autre. Comme si Chantal avait surpris un cambrioleur. Ou plutôt comme si on avait tracé en pointillé avec de petits cailloux, façon petit pousset, l'interprétation de la scène de crime. Mais la question est pourquoi? Pour nous écarter de la vraie piste? Alors, effaçons ce cambriolage pour voir ce qui reste. Qu'obtenons-nous? Qui aurait spontanément intérêt à nous aiguiller sur une fausse piste? Mais, plus troublant encore, le nombre de coups de couteau. Autant de coups est révélateur.
Soit il s'agissait d'un individu pris de démence, soit il la connaissait bien, soit les deux simultanément. Et le sac à dos. Chantal serait descendue à 5h30 du matin, alors qu'il fait nuit dehors, pour ranger un sac dans la cave. Ça ne pouvait pas attendre plus tard dans la journée. Voilà ce qui s'est passé. Notre cerveau est une machine formidable. Oui, une machine, au sens littéral. Elle exécute un programme préconçu. 95% de ce que nous faisons est de l'ordre du réflexe. Les 5% qui nous restent permettent de faire la différence et d'influencer notre chemin, nous permettant alors d'apprendre et d'évoluer grâce à une succession d'essais et d'erreurs. Mais les peurs enfuies en nous peuvent cristalliser les empreintes et nous enfoncer dans des échecs à répétition. Or, Didier Delporte semble avoir une peur maladive de l'échec, notamment par les épreuves sportives qu'il doit passer. Lorsque nous avons peur, nous pouvons être tentés de mettre en place une stratégie d'évitement. Et Didier Delporte a une stratégie simple, ne pas être confronté à la peur. S'il ne se présente pas, alors il n'échoue pas. Certes, il ne réussit pas, mais il n'échoue pas non plus. Et si son absence est justifiée, alors il est déclaré forfait au bénéfice du doute. Son honneur est sauf. C'est mieux que d'être un loser. Il a alors l'étrange habitude de ne pas se présenter à ses examens suite à des accidents ou des agressions. Par 2 fois déjà, il a subi une conjonction de malchance au moment où il avait un examen à passer. 1 fois hasard, 2 fois coïncidence. Mais Chantal, qui le connaît depuis ses 17 ans, commence à trouver cela étrange. Alors, lorsque le stage à Fontainebleau approche, elle est à l'affût. Elle surveille son mari, tant et si bien que, se sachant épié, il n'a pas pu organiser son plan de secours. Le matin arrive, il n'a toujours rien trouvé. Et il y a ce sac à dos qui traîne. C'est sa dernière chance. Au moment de partir, il déclare profiter de l'occasion pour déposer ce sac à dos dans la cave. Il quitte l'appartement et se rend au sous-sol. Il commence à organiser un cambriolage. Il fracture la porte de la cave d'une voisine et prend un vélo. Son objectif ? Faire croire à un cambriolage interrompu par Didier Delporte lui-même. Surpris, le cambrioleur agresse l'homme avant de s'enfuir. Une agression suffisante pour justifier une nouvelle fois son absence à cet examen qu'il redoute tant. Le voici donc en train de préparer son plan. Chantal, à l'étage, scrute l'extérieur et ne voit pas son mari quitter le bâtiment. Certes, il a dit qu'il passait à la cave, mais pourquoi est-ce aussi long pour juste déposer un sac ? Alors elle quitte l'appartement à son tour et se rend à la cave. Et là, elle surprend son mari, un couteau à la main, prêt à s'entailler. Et elle comprend. Elle a la preuve enfin sous les yeux. Son mari, lui, comprend qu'elle a compris. Il peut le lire dans son regard. Il peut lire la déception sur son visage. En une fraction de seconde, il a baissé dans son estime. Voir la désillusion dans le regard d'un autre, surtout une personne qui nous aime, comprendre que son image vient d'éclater en morceaux, provoque une blessure d'orgueil qui ne peut pas gérer sereinement. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle descende ? Elle ne pouvait pas rester dans l'appartement, alors même qu'elle n'aime pas descendre à la cave, et encore moins quand il fait nuit ? Alors,
Dans un accès de colère, il retourne contre sa femme le couteau de cuisine qui lui était destiné. Il la poignarde, encore et encore. Elle gît là, immobile, inconsciente. Est-elle morte? Il ne le sait pas. Une chose est certaine. Il ne doit pas rester là. Si on le trouve, on saura que c'est lui. Fort heureusement, il est encore tôt et aucun voisin n'est réveillé. Personne ne peut donc repérer ses allées et venues, pour l'instant. Cependant, si on trouve le corps de Chantal, on saura que c'est lui. Il sera forcément le premier soupçonné, c'est certain. Il faut détourner les soupçons. Comme il avait destiné un couteau pour se blesser, il avait aussi dessiné un cambriolage. Il ne change donc pas la méthode et se contente de l'adapter. Il pose donc le vélo sur le corps de sa femme, bien en évidence, afin qu'on fasse le lien entre le cambriolage et l'agression, un peu trop évident même. Chantal sera descendue à la cave, elle aura surpris un cambrioleur, et le reste coule de source. Sauf que dans sa précipitation, il a peut-être laissé des traces. Il n'avait pas prévu de s'en prendre à elle. Il récupère donc une bouteille de White Spirit, qu'il possède soit dans son appartement, soit dans la cave, mais il n'a pas d'allumette ou de briquet sur lui. Il remonte à son appartement, se change pour ne pas croiser un voisin avec des vêtements tachés de sang, redescend à la cave et asperge le corps de sa femme avec, avant d'y mettre le feu. Il sort ensuite de l'immeuble, prend son véhicule afin de jeter tout ce qui peut l'incriminer, avant de revenir à l'appartement et de faire comme si de rien n'était, comme s'il était revenu après avoir oublié ses papiers et sa convocation. Et pour être certain que tout se déroule selon ses plans, il va même jusqu'à appeler les pompiers lui-même parce qu'il y a un incendie dans les sous-sols. Il ne lui reste plus qu'à attendre tranquillement, assis sur les marches de l'escalier. Au regard de cette interprétation qui demeure, je tiens à le rappeler, purement personnelle, Didier Delporte est coupable. Il n'avait pas prévu de tuer sa femme. Il aimait sa femme. Cette interprétation a le mérite de proposer deux alternatives, la mienne et celle de la justice. Soit Didier Delporte est coupable, soit il est innocent. Et chaque fois que j'entends cette histoire, je suis de plus en plus persuadé qu'il est coupable. S'il est innocent, alors cela signifie que mon interprétation est logique, mais fausse, et renforce le principe de présomption d'innocence et d'importance de la preuve. On ne peut pas condamner une personne juste sur une interprétation, une théorie. On ne peut pas condamner les individus avec de fausses allégations. La logique est juste logique. La logique n'est pas forcément la vérité. S'il est coupable, alors il a échappé à la justice. Et c'est normal. C'est ainsi que la justice fonctionne. On préfère libérer un coupable que d'envoyer en prison un innocent. Et ce principe fondamental doit perdurer. Chaque fois qu'un coupable échappe à la justice, cette dernière peut alors apprendre de ses erreurs et s'améliorer. Le prochain ne pourra pas compter sur la chance. Mais pour s'améliorer, il faut accepter de perdre de temps en temps. Didier Delporte, lui, est libre. Et la mort de Chantal reste irrésolue et impunie. Mais ceci est une autre histoire.